Tu fais partie de la maison commune de la décroissance. Euh, Quand on regarde, on se rend compte qu'il n'y a pas tout le monde dans la maison commune. Du coup, on se demande qu'est-ce qu'il y a de commun dans cette maison commune. Oui, on se le demande aussi. Euh, alors déjà, il n'y a pas beaucoup de décroissants. Et le peu de décroissants qu'il y a, ils ne sont pas tous dans la maison commune. C'est-à-dire qu'on subit un peu le complexe des groupuscules. À trois, on commence à se dire qu'il faudrait peut-être une scission. Donc, on est peut-être déjà trop nombreux. Donc c'est vrai qu'on n'est pas très nombreux. Et si en constatant cela, c'est-à-dire en constatant quoi? Que nous sommes les premiers facteurs de notre propre invisibilité. C'est-à-dire la première raison pour laquelle peut-être la décroissance est invisible, c'est que nous-mêmes, ce que nous rendons visible, ce n'est pas la décroissance, mais c'est un étiolement ou un étoilement de la décroissance et des variantes de la décroissance. Donc c'est pour lutter contre cette invisibilité qu'il y a quelques années, avec d'autres décroissants, nous avons entamé ce qu'on a appelé le processus décroissance et qui a donné naissance à la maison commune de la décroissance. Alors, ce processus aujourd'hui, donc il a été accompli depuis 3 ans, et depuis 2 ans, il existe la maison commune. Est-ce que dans cette maison commune, il y a tous les décroissants? Non. Est-ce que dans cette maison commune, on s'attend à ce qu'il y ait un jour tous les décroissants? Non. Mais alors, en quoi cette maison est commune? Oh ben c'est facile. Elle est commune tout simplement parce que ce qu'elle propose, elle le propose à tous les décroissants. C'est-à-dire que la maison est commune, non pas parce que tous les décroissants viennent à la maison commune. La maison commune, la maison commune est commune parce qu'elle va à tous les décroissants. Donc, la maison commune n'est pas, comment dire, un pôle d'attraction des décroissants, mais se pense plutôt comme un pôle de diffusion vers les décroissants, sans aucune exclusive. Alors, une fois que l'on a dit ça, ben, qu'est-ce que propose la décroissance? Alors, ben, elle propose des outils idéologiques et des outils communs. Des outils communs. Alors, quel type d'outils? Dans la mesure où la maison commune de la décroissance n'est pas un parti politique, c'est le statut, dans nos statuts, l'article 2 bis, nous pouvons soutenir des camarades décroissants lors des élections, nous pouvons soutenir des listes, nous pouvons même participer à l'élaboration de programmes électoraux, mais en tant que tels, nous ne soutenons pas, nous ne validons pas, en quelque sorte, ou invalidons des candidatures décroissantes. Et à titre individuel, des membres de la maison commune peuvent participer aux élections, mais pas en tant que membres de la maison commune. Donc nous sommes quoi? En fait, une sorte de maison de diffusion d'outils idéologiques communs. Mais nous ne proposons pas des actions, nous ne proposons pas des pétitions, nous ne proposons pas des mouvements de grève, ou non, nous ne participons pas à ce genre, de visibilité, de travail de visibilité. Alors qu'est-ce que nous proposons? Alors, il y a quelques années, j'avais écrit un livre qui s'appelle Politique de la décroissance, dans lequel je défendais une thèse gentille, consensuelle, avec laquelle je ne suis plus tellement d'accord aujourd'hui. Je défendais ce que j'appelais la thèse ou la théorie des 3 pieds. En fait, c'est un clin d'œil à une expression de la Ligue communiste révolutionnaire dans les années 70 avec Alain Krivine, qui, quand ils sont passés de parti révolutionnaire à on va aux élections, on dit il faut que nous soyons sur nos 2 jambes. La jambe des luttes et la jambe des urnes. Et c'est au fond par rapport à cette image des 2 jambes, mais qui constitue toujours finalement une révérence à l'idée que 2 jambes c'est fait pour avancer. Il m'est venu l'idée du trépied. Le trépied c'est pas fait pour avancer. C'est stable et c'est juste fait pour poser quelque chose. Et du coup, non pas chercher 2 jambes, mais 3 pieds. Et ce sont les 3 pieds, de l'action politique. Ces 3 pieds de l'action politique, quels sont-ils? Alors, pour le dire vite, il y a ce qui est souvent mis en avant par les décroissances qu'on appelle les expérimentations minoritaires, les utopies concrètes,
c'est-à-dire la valorisation des mouvements genre AMAP, CEL, monnaie locale, habitat partagé, éducation alternative, etc., production, coopérative, les alternatives concrètes, c'est-à-dire les expérimentations minoritaires telles que le socialisme utopique les défendait déjà dès le 19e siècle. Qu'on trouve chez Fourier, chez Owen, des choses comme cela. En ce sens-là, la décroissance est héritière de ce socialisme utopique. Ça, c'est le premier pied, le pied des alternatives concrètes. Le pied, des modes de vie alternatifs. Deuxième pied, le pied traditionnel de tout ce qui est de l'ordre de le vote, de l'élection, la pétition, la manifestation, qui appartiennent en réalité à tout, le vocabulaire ou l'arsenal de la présence politique traditionnelle, avec toujours plus ou moins en vue la prise de pouvoir, et la prise de pouvoir majoritaire qui permet de renverser un pouvoir. Et puis il y a un troisième pied, qui est le pied de la théorie, de la conceptualisation, des idées. Alors, dans un premier temps, et c'est ce que j'avais mis dans mon livre, je défendais l'idée qu'aucun des trois pieds ne pouvait exister sans l'autre. Non seulement aucun des trois pieds ne pouvait exister l'un sans l'autre, mais surtout chacun des pieds nourrissait les deux autres. C'est-à-dire, par exemple, j'ai rien contre la théorie, elle est nourrie par la pratique. Et puis la théorie, elle est aussi nourrie, par exemple, quand on est à une tribune lors d'un processus électoral et qu'on est confronté à une salle qui n'est pas forcément favorable et qui nous pose des objections, c'est souvent l'occasion d'affiner, comme ne le font pas nos amis qui sont toujours d'accord avec nous, d'affiner nos positions et d'être confrontés à la contradiction. Donc on voit comment le pied de l'activisme politique peut être nourri par de la théorie et par de l'alternative concrète. Et inversement, faire de l'alternative concrète sans jamais, au fond, la proposer dans un programme électoral, sans jamais demander à ce qu'il y ait un soutien de ce qu'on appelle les institutions, c'est risquer le repli sur soi. De la même façon, croire qu'il suffit d'expérimenter et de faire pour comprendre, c'est un peu court. Il faut aussi, si on n'a pas le travail du concept. Donc je défendais l'idée que les trois pieds se renforçaient mutuellement. Puis en fait, aujourd'hui, j'ai plus ou moins changé d'avis. J'ai plus ou moins changé d'avis parce que je me suis aperçu que l'un des trois pieds était de loin le plus fragile, alors qu'il devrait être le plus solide. Le pied le plus fragile, ce n'est pas le pied de l'activisme politique traditionnel. On trouve toujours, pour le dire vite, des décroissants qui sont prêts à aller aux élections. Et d'ailleurs qu'on ne voit qu'à ces occasions-là. Ce n'est pas non plus le pied des alternatives concrètes. Ce pied des alternatives concrètes, d'ailleurs, il est si solide qu'il est composé pas simplement de décroissants, mais de tas de gens qui ne sont même pas décroissants. Quand vous adhérez à une AMAP, on ne vous demande pas si vous avez la carte d'un mouvement décroissant. Donc on a là deux pieds solides. Mais le pied le plus fragile, c'est le pied du concept. Et donc aujourd'hui, je défends l'idée qu'il n'y a pas tant de complémentarité des trois pieds, mais qu'il y a une véritable faiblesse du pied du concept, du pied de la théorie. Alors pourquoi ? Pour au moins deux raisons, je dirais, historiques. La première, c'est qu'une grande partie de l'alternative au monde de la croissance est anticapitaliste. Or, je ne suis pas sûr que le paradigme ou le logiciel idéologique fourni par l'anticapitalisme classique soit aujourd'hui celui qui soit assez fécond pour véritablement penser les mutations du capitalisme. Pour le dire plus explicitement, le marxisme est adapté pour critiquer un capitalisme de la production, mais je doute fort qu'il soit efficace pour fournir des outils réellement critiques contre la société de consommation. Et si aujourd'hui on constate même qu'on est passé à une troisième forme de capitalisme, qui n'est pas le capitalisme de la production, qui n'est pas le capitalisme de la consommation, mais le capitalisme financier, qui est un capitalisme fictif, alors là, je ne crois pas que le marxisme soit véritablement capable de nous fournir les exemples. Or, si nous, qui nous opposons au capitalisme, qui est quand même la modalité historique, pratico-historique de la croissance, nous nous référons uniquement au logiciel marxiste, alors nous allons utiliser un vieux logiciel qui ne permettra pas de porter notre critique de la production
mais aussi notre critique de la consommation, voire le critique de l'hyper-individualisme dont a besoin le capitalisme fictif d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le logiciel marxiste, il peut avoir son utilité, mais il a, je dirais, son obsolescence. Certains prétendent même que dès le 19e siècle, cette obsolescence était programmée. Voilà la première raison pour laquelle il faut refaire le travail de concept. La deuxième raison, c'est que le travail de concept, ça marche. Alors pas chez nous, parce que chez nous, on n'a pas fait le travail de concept. Mais en face, chez les adversaires idéologiques, pour le dire vite, les libéraux. Les libéraux, eux, ils ont fait ce travail de concept. C'est d'autant plus surprenant que les libéraux eux-mêmes, quelquefois, s'amusent à critiquer les marxistes en disant que c'est une vieille idéologie. Or, quiconque a un petit peu de culture sait que le libéralisme existe avant même le marxisme. On trouve des penseurs libéraux au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle. Il faut attendre quand même la seconde moitié du XIXe siècle pour voir, comment dire, une doctrine socialisme marxiste. Et donc, cette idée que les libéraux, quand ils se moquent des marxistes en disant « vous êtes une vieille idéologie », ben, les gars, vous devriez savoir que vous avez 200 ans d'avance. Et pourquoi les libéraux peuvent se permettre, je dirais, cette provocation ? Parce qu'en réalité, le libéralisme tel qu'il est aujourd'hui défendu n'est plus tellement le libéralisme tel qu'il a existé au XVIIe ou XVIIIe siècle. On doit pouvoir montrer qu'il a des points communs, les thèses de Michéa pour montrer qu'il ne faut pas distinguer entre un libéralisme économique, un libéralisme culturel et un libéralisme politique, démocratique, sont tout à fait pertinentes. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, le libéralisme, ce n'est pas exactement la même chose que le libéralisme du 18e et 19e siècle. On est passé à ce qu'on appelle le néolibéralisme. Et ce néolibéralisme, il n'est pas tombé du ciel. Il a résulté d'un travail conceptuel effectué par les libéraux, grosso modo à partir dans l'entre-deux-guerres, colloque Lippmann, des choses comme cela, en 1938, où là les libéraux se sont réunis, et ils se sont dit mais qu'est-ce qu'on a en commun ? Et surtout ils sont en train de se dire on est en train de se faire enfoncer idéologiquement par les autres. Les autres, c'était aussi bien, pour le dire vite, la social-démocratie, ou ce qu'allait devenir la social-démocratie et qui était déjà le socialisme du New Deal de Roosevelt, que le socialisme soviétique, qui, dans les années 30, semble en capacité de s'opposer victorieusement au capitalisme. Et donc, eux, ils ont l'impression qu'ils sont en train de se faire avoir, et ils vont complètement repenser les concepts du libéralisme, totalement repenser les concepts du libéralisme. Ils vont le faire des années 30, les années 40, les années 50, les années 60. À partir des années 60, ils commencent à rentrer dans les universités, à tenir des chaires. Et on sait très bien comment, à la fin des années 70, en 1979, cela va se traduire électoralement par les victoires aux États-Unis et, en Grande-Bretagne, de Margaret Thatcher et de Ronald Reagan. Et ce n'est pas là tellement la victoire des libéraux. La victoire des libéraux, elle va venir en 1983, quand les socialistes eux-mêmes arrivés au pouvoir en 1981 feront le tournant. C'est-à-dire, en réalité, adopteront des thèses libérales. Et aujourd'hui, y a-t-il plus libéral que le Parti socialiste ? Donc, on s'aperçoit que, un aggiornamento, c'est un terme qui est normalement utilisé pour les socialistes. En fait, les libéraux, ils l'ont fait bien avant. Et ce logiciel libéral, il leur a permis aujourd'hui d'acquérir l'hégémonie culturelle. C'est eux qui possèdent aujourd'hui l'hégémonie culturelle. C'est-à-dire que, très concrètement, ça veut dire que vous pouvez regarder aujourd'hui un débat à la télévision. Il pourra y avoir parmi les 4 invités, il y aura 4 libéraux. Alors, il y en aura un de droite, un d'extrême droite, un libertarien et un socialiste. Ils sont tous, en réalité, des libéraux, tous favorables à la croissance. Et ils se disputeront entre eux. Donc, je dis que nous, il faut que nous refassions ce travail. Le marxisme peut être un compagnon de route, je m'amuse de cela, mais aujourd'hui, le marxisme ne constitue plus le socle sur lequel nous pouvons fonder notre critique du capitalisme. J'ajoute juste une chose, parce que je vois que tu veux me poser une question, c'est que nous critiquons d'autant plus le capitalisme que le capitalisme est productiviste et que malheureusement une grande partie du logiciel anticapitaliste est lui aussi productiviste. Y a-t-il plus productiviste, pour le dire, que la Chine ou l'Union soviétique ? Bon, dans la mesure où ce sont des anticapitalistes, j'en doute fort, et on voit bien comment aujourd'hui ils sont en réalité des variantes du capitalisme. Si donc nous voulons pas simplement être anticapitalistes, mais être antiproductivistes, alors nous devons très largement modifier notre logiciel, l'actualiser.
Et alors, c'est quoi ce fonds commun sur lequel la maison commune, enfin que la maison commune produit et ses données? Donc quel est ce fonds commun conceptuel? Quel est ce fonds commun, conceptuel? Alors, la réponse que la maison commune propose, c'est ce que la maison commune appelle un noyau. Alors, d'où est venue cette idée de présenter le fonds commun comme un noyau? Alors, il est venu tout simplement des tentatives de fédérer les alternatives concrètes. Quand on tente de fédérer des alternatives concrètes comme des monnaies locales ou des façons d'habiter différentes, etc., on s'aperçoit qu'on crée des réseaux. Il y a toujours des réseaux, il y a toujours plusieurs réseaux. Il n'y a jamais un seul réseau. Par exemple, pour les monnaies locales, il y a le réseau des monnaies locales complémentaires citoyennes, puis il y a le réseau Sol, qui prétendent être sur les mêmes bases. Et c'est dans des discussions justement entre réseaux que je me suis aperçu que ces histoires de réseaux, c'était pas clair. Parce que très vite, on se demandait pourquoi il y a deux réseaux, si ces deux réseaux ont quelque chose en commun, pourquoi est-ce que d'emblée ils ne se fondent pas dans ce qui est commun aux deux réseaux? Et si jamais on refuse, si jamais un des deux réseaux refuse cette fusion, cette confusion dans une intersection commune, alors on l'accuse d'être sectaire. C'est là où ça devient un peu difficile. C'est que, imaginons deux réseaux, un A, un B. Vont-ils, fusionner? Dans ce cas-là, ils vont fusionner sur ce qu'ils ont en commun. Ils vont prendre leur intersection. Bref, leur plus petit dénominateur commun. Et c'est là le défi du commun, de ne pas être le plus petit dénominateur commun. Parce que dans ces cas-là, on va gommer toutes les différences et on va tomber sur un minimum qui ne va pas être suffisant. C'est pourquoi, en réalité, la défense du noyau, c'est la défense du noyau et des rayons. Alors, pourquoi? Alors, là aussi, l'idée vient, d'un groupuscule ultra-gauche qui s'appelle l'Institut de démobilisation, qui, dans un livre qui s'appelle Le concept de grève, ils disent, attention, nous défendons deux types de thèses. Nous défendons des thèses centrales, qui constituent des objectifs, mais nous nous rendons bien compte qu'il y a d'autres types de thèses que nous pouvons défendre, et que dans le groupe, certains ont des thèses contraires. Et ils prennent même l'image de dire, imaginons un cercle avec un centre et des rayons. Nous pouvons avoir un centre commun, mais rien n'interdit à ce que deux rayons, qui tentent pourtant de converger vers le centre, soient diamétralement opposés. Cette idée me semble extrêmement tolérante et extrêmement bienveillante pour penser l'ouverture de la maison commune pour être diffusée à tous les décroissants. À savoir, nous vous proposons un noyau sur un certain nombre de points, mais nous acceptons parfaitement qu'il y ait des questions qui soient de l'ordre du rayon, sur lesquelles même nous pouvons avoir des positions diamétralement opposées. Présence aux élections, démocratie directe ou démocratie indirecte, rôle de l'État, voire même, pourquoi pas, nucléaire, propriété lucrative ou pas. Certains peuvent dire pas de propriété lucrative, d'autres dire non, que de la propriété d'usage. Est-ce que ce sont des discussions sur lesquelles nous sommes suffisamment en désaccord pour ne pas partager un même fond commun? Non. C'est pourquoi ce que la maison commune propose comme commun, c'est un noyau commun, pour lequel il va y avoir des rayons. Alors, ça fait beaucoup de discussions possibles, mais ça peut éviter beaucoup de fâcheries. Alors maintenant, avançons. Et en quoi il consiste ce noyau? Alors ce noyau, donc, il a pour objectif d'être un socle que tout le monde va partager sans être le plus petit dénominateur commun. Donc il doit être lui-même quand même extrêmement exigeant, parce que sinon il est ce qu'il y a de plus pauvre. Or il doit être ce qu'il y a de plus riche pour être offert à tout le monde. Donc, en quoi est-ce qu'il va consister? Alors là aussi, dès qu'on a un peu de pratique de tentative pour essayer de convaincre quelqu'un de venir à ma position sans le forcer, sans faire un argument d'autorité, on s'aperçoit que dans une discussion ne peut être réussie que si elle accepte de se plier, à 4 principes de discutabilité. Un peu compliqué à dire, mais 4 principes de discutabilité. D'abord, il faut que nous sachions clairement de quoi nous parlons. Il ne faut pas qu'il y ait, de quiproquo sur l'un croit parler de ça,
alors que l'autre, sous le même mot, entend autre chose. Donc il faut que quand nous parlons de quelque chose, nous ayons une définition. Et la qualité d'une définition, c'est qu'elle soit claire. Claire et distincte. Que tout le monde puisse la comprendre et que la confonde pas, qu'elle ne soit pas source de confusion. Premièrement. Donc il faut une définition claire dans un noyau. Deuxièmement, quiconque a déjà discuté s'est déjà aperçu qu'une discussion se fait par un échange d'arguments et que quand je sors un argument, l'autre, s'il m'a écouté, ne va pas faire directement un contre-argument parce que ça ne donne finalement qu'un dialogue de sourds. Mais si je sors un argument, l'autre va écouter mon argument et va m'interroger avec bienveillance, mais avec l'esprit critique, pour essayer de voir quel est mon argument. Qu'est-ce que je vais faire à ce moment-là, moi? Je vais défendre mon propre argument, à l'aide d'un argument. Et c'est ainsi que, dans une discussion bienveillante et contradictoire, de controverse, alors je vais parler à quelqu'un, l'autre va essayer de me contredire, je ne vais pas le vivre comme une contrariété, contradiction, ce n'est pas une contrariété, et je vais essayer d'argumenter en fournissant un argument qui lui-même va être de nouveau interrogé, et auquel je vais répondre un argument. Et jusqu'où ça va? Il faut bien s'arrêter un moment. Quiconque a déjà procédé à une discussion approfondie, c'est-à-dire qui va au fond des choses, s'est aperçu qu'à un moment, il y a un argument que je ne peux pas justifier. Cet argument, on est au plus profond, c'est le fondement. C'est ce qui permet, quand je redéroule toute la série des arguments, de justifier ce que je dis. C'est mon principe, que je n'ai pas à justifier, qui est mon principe en tant que tel, et que je dois être capable de reconnaître. Et donc, quand on a dans une discussion une définition claire et un fondement, on peut alors justifier ce que l'on dit. Maintenant, il ne suffit pas que ce que l'on dit soit clair et juste pour remporter l'adhésion. Pour remporter l'adhésion, il faut que je me contente pas de dire à quelqu'un « viens vers moi ». Il ne faut pas que j'aille vers lui. Il faut que nous allions ensemble quelque part. Il faut que nous ayons un objectif. Et donc, dans une discussion politique, il faut une définition claire, un fondement juste, il faut ce que j'appelle un objectif désirable. Il faut que la décroissance propose un objectif désirable. Cet aspect-là, il est bien souvent oublié, parce que très souvent, les opposants au monde de la croissance se justifient en se racontant que le capitalisme n'est pas désirable, et que tout le monde désirait sortir du capitalisme. Ce n'est pas vrai. Le capitalisme est désirable, il est une machine à désirer, et une méga machine à fournir des désirs, dont la plupart des gens se contentent. Et il ne faut surtout pas croire naïvement qu'il suffit de dénoncer ces désirs-là pour qu'aussitôt, les gens se rallient à nos convictions. Il faut que nous osions proposer des objectifs désirables. Maintenant, là aussi, quiconque a déjà discuté et a essayé de convaincre quelqu'un qui n'est pas d'accord s'aperçoit qu'il ne suffit pas d'une définition claire, d'un fondement juste et d'un objectif désirable. En fait, ces trois qualités, ces trois conditions mises ensemble ne donnent que, je dirais, des arguments pour nous motiver. Moi, j'en ai fait des conférences où les gens étaient motivés en m'écoutant. Maintenant, comme je leur dis, ce n'est pas parce que je vous ai motivé que je vous ai mobilisé. C'est-à-dire qu'il faut que la motivation se concrétise, s'incarne dans quelque chose qui est de l'ordre de la mobilisation. C'est pourquoi un discours politique, selon moi, doit être définition claire, fondement juste, objectif désirable et mobile engageant. Voilà ce qui constitue un noyau. Cela, je ne l'ai d'ailleurs pas découvert pour la maison commune, mais pour les monnaies locales, quand on essayait de définir le réseau des monnaies locales. Et je pense que ça marche dès qu'on essaye d'être ensemble, dès qu'on essaye de faire du commun. Maintenant, je l'applique à la maison commune. Quelle est la définition claire? Quel est le fondement juste? Quel est l'objectif désirable? Quelle est la mobilisation? Alors là, je vais juste les évoquer, parce que sinon, ça serait trop long. La définition claire, on l'a déjà dit dans le premier propos, c'est très clairement, sans faire de dispute, quand on en a besoin, savoir faire la distinction entre la décroissance et l'objection de croissance. La maison commune de la décroissance, c'est la maison commune de la décroissance, c'est-à-dire des modes d'organisation démocratique pour repasser sous les plafonds de la soutenabilité écologique, c'est-à-dire comment démocratiquement, moins de production, moins d'extraction, moins de consommation, moins de déchets, moins de PIB. Voilà, ça,
la définition est claire. Et comment on fait pour repasser démocratiquement? On ne se contente pas de dire arrête la croissance. Le fondement. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, quand on est poussé dans nos retranchements, on en arrive à dire stop, voilà fondamentalement ce en quoi nous croyons. C'est le goût pour les limites. Nous aimons les limites. Nous pensons qu'il vaut mieux vivre dans un monde limité que dans un monde illimité. Nous aimons les limites en tant que telles. Plancher, plafond. Désirabilité. Qu'est-ce que nous proposons? Nous proposons tout simplement une vie, redevenue humaine, à échelle humaine. C'est-à-dire une vie, fondamentalement, ça veut dire quoi? Arrêter de croire, là aussi on aura l'occasion d'y revenir, qu'une vie sensée peut être une vie strictement individuelle. C'est-à-dire, nous proposons la décroissance, une critique radicale de l'individualisme. La vie désirable d'un point de vue décroissant, c'est fondamentalement une vie dans laquelle la société précède l'individu et dans laquelle nous critiquons toutes les formes d'individualisme. Et puis la mobilisation. Alors là, c'est le plus difficile, la mobilisation. Quel mobile dans ce noyau de la maison commune de la décroissance? Là, c'est long. Ça pourrait être très long, je vais le dire en 2 secondes. Demandons-nous ce qui peut nous démobiliser et essayons d'en déduire ce qu'est le mobile. Ce qui peut nous démobiliser, en fait, nous démobilise tout ce qui échappe à notre volonté. Tout ce qui échappe à notre volonté. Qu'est-ce qui échappe à notre volonté? Eh bien, tout ce qui est de l'ordre du déterminisme. Tout ce qui est de l'ordre de la nécessité. Si un arbre ne peut pas ne pas tomber, alors je n'ai pas besoin de désirer qu'il tombe et d'aller chercher une hache. Il va tomber. Autrement dit, tout ce qui est de l'ordre de la nécessité, tout ce qui est de l'ordre du déterminisme est totalement démobilisateur. C'est Gunther Anders, dans un livre, dit « Si un jour on vous dit que la bombe atomique ne peut pas ne pas exploser, alors vous ne lutterez pas contre la bombe atomique. » Tous les arguments qui sont du côté de la nécessité sont des arguments qui nous déresponsabilisent. Donc si on veut trouver une mobilisation et une capacité à répondre de nos actes, à assumer totalement notre responsabilité, il faut précisément s'opposer totalement à l'argument de la nécessité. Ce que je dis là est particulièrement embêtant parce que précisément la décroissance semble d'emblée du côté de la nécessité. Il y aurait des contraintes écologiques, il y aurait des limites écologiques qui nous contraignent, il y aurait un effondrement qui menace et qui vont nous contraindre à sortir du monde de la croissance. Eh bien, si on va dans, je dirais, notre engagement écologique, poussé par la nécessité, alors nous serons des décroissants malgré nous. Nous ne serons pas des décroissants mobilisés, engagés, volontaires. C'est pourquoi il faut à ce moment-là effectuer ce qu'en termes un peu pompeux peut-être, on pourrait appeler un exercice spirituel. Il faut faire un petit exercice de pensée et se dire, et si après tout, il n'y avait pas de limite énergétique, s'il n'y avait pas de limite dans les matériaux, s'il n'y avait pas de limites qui viennent de la nature, est-ce que je serais favorable à ce qu'une société soit basée sur une consommation sans limite de l'énergie? Il suffit tout simplement de s'apercevoir que dès qu'il y a une consommation sans limite de l'énergie, alors il y a une consommation inégalitaire de l'énergie. Si donc je fais ce petit exercice de pensée, je m'aperçois alors que si je suis contre le gaspillage, pour le dire comme ça, c'est pas parce qu'il y a des limites, c'est parce qu'il n'est pas bon en soi de gaspiller. Et c'est ce que j'appelle le même si ou le quand bien même. C'est-à-dire ce petit exercice de pensée qui pour moi est un exercice spirituel qui peut être aussi bien individuel que collectif. Il consiste tout simplement à se dire, au fond, si dans une société, une économie dans une société pouvait produire des richesses à l'infini, est-ce que cela légitimerait de profondes inégalités entre les riches et les pauvres? Eh bien non. Ou pour le dire autrement, et si tout le monde pouvait être riche, est-ce que ce serait favorable à la richesse? Non. Je le dis encore autrement. Et si le capitalisme était une réussite et que tout le monde devenait merveilleusement capitaliste, est-ce que je serais pour le capitalisme? Non. Quand bien même il y aurait une infinité de richesses, quand bien même il n'y aurait aucune limite dans les ressources naturelles, il n'y a là aucune raison pour ne pas, s'auto-limiter. L'autonomie, c'est l'autolimite.